prédécesseurs ont dit, je suis à l'initiative de Téléphonie. Donc, Acto Consulting, c'est la petite entreprise que j'essaye de faire grandir depuis 3 ans déjà, exactement. Et donc, je suis Étienne Guessop de Calais, camerounais et français. Donc, voilà, Acto, c'est le premier service que j'ai développé en sortant d'école, c'est la gestion de la donnée client ou la gestion de la relation client, le CRM. Notamment. Alors, Acto Consulting, c'est déjà depuis, juridiquement, je l'ai créé en janvier 2019. Donc, cette cliente avec laquelle j'ai travaillé, j'ai créé la société avec 1600 € de capital. Donc, juridiquement, c'est une URL, donc une SARL, je suis associé unique. Donc, les services que je propose, c'est dans le CRM. Le CRM, c'est quoi? C'est Customer Relationship Management. Concrètement, beaucoup parmi nous ont un compte en banque. Quand vous allez en banque, vous demandez peut-être le code de votre compte, ou bien voilà. Le banquier, il a une application avec votre numéro, il a votre historique, votre fiche client. En fait, ce logiciel, c'est un CRM en fait. Donc, plus haut. Ah, je parle plus haut. Hein. Le logiciel, en fait, c'est un CRM. Donc, la fidélisation client, concrètement, c'est quoi? Vous allez dans le magasin, vous faites vos achats. L'hôtesse de caisse ou l'hôte de caisse vous propose, voilà, si vous voulez être fidèle à l'enseigne, en fait. Donc, il vous propose une carte avec un code barre. Derrière, il y a une application qui gère ce type de vos données, vos achats, vos historiques. Donc, c'est ça qu'on appelle la fidélisation client. Donc, voilà, vous faites des achats en fonction du programme dans lequel vous êtes inscrit. Donc, en fonction d'un seuil d'achat, disons en fonction de 100 € d'achat, disons chez Auchan, sans publicité, vous avez un bon d'achat qui vous est déclenché. Donc, ces logiciels-là, j'ai une expertise dans ce type d'application. La qualité logicielle, ça rejoint le métier de DSL. Donc, on dit qualité logicielle, IT quality, c'est le test logiciel en fait, pour livrer les applications de qualité. Donc, j'ai développé cette expertise-là de façon propre depuis 2016 déjà. J'ai fait une formation, parce qu'il y a des cycles de formation certifiante. Et dans mon ancienne université, où elle a vu la vidéo, à l'IUC au Cameroun, je donne des formations à des étudiants par rapport à ça et aussi aux autres filières. Le big data, c'est aussi, aujourd'hui, il y a beaucoup de volumétrie de données, notamment avec les réseaux sociaux. Je m'y intéresse aussi, mais au niveau de la pratique, je le fais faire par un partenaire qui s'appelle Fusion Technologies au Cameroun, qui est spécialiste de la donnée et avec qui Gilles Talomé est aussi partenaire en fait. Il est aussi un ancien de notre école troisième avec qui on essaie d'avoir un club où on mutualise les efforts en fait. Donc voilà, mes différents clients, ce sont les clients grands comptes. Donc, notamment, actuellement, je travaille pour le groupe ETAM, qui est un groupe de textile qui comprend les marques Maison 123, ETAM, les Undis. C'est beaucoup plus féminin. Donc je les accompagne dans l'internalisation de leur programme de fidélité, notamment en Europe de l'Est et des pays comme la Slovaquie, la Pologne et le Mexique. Donc je suis chef de projet CRM et fidélité là-bas. Donc voilà, j'ai fait parmi les différents clients sur lesquels j'ai travaillé, j'ai fait 3 projets CRM, des projets de fidélisation, un projet de qualité logicielle chez Stago et un projet de big data. Donc voilà. Merci Guy. Alors les clients pour lesquels j'ai travaillé, donc il y a le Paris Mutuel Urbain, enfin le PMU, pas camerounais, donc à Paris. Donc il y a Total sur lequel j'ai travaillé comme consultant fidélisation client. EDF, j'ai commencé ma carrière chez EDF comme consultant CRM, Stago, la qualité logicielle, NG, conformément, où j'étais responsable de l'application de fidélité du groupe conformément. Donc les clients sont principalement français et camerounais, donc avec mon partenaire. Donc moi je suis de formation basique, disons j'ai une formation classique, études primaires en 89, je suis né en 83. Et puis j'ai commencé études primaires jusqu'à l'université, l'école de 3e en 2007 où j'ai été diplômé en ingénierie informatique.
Dans le parcours, il est un peu plus raconté chez JMTV+. Le mois où j'y étais en mai 2021, chez Jackie Morfo, c'est ça? Et je remercie encore Jackie Morfo parce que mon site internet de Apto Consulting existait depuis 2018 à peu près. Et jusqu'en mai 2021, il avait 8000 visites. Et entre mai 2021 et aujourd'hui, il a 16 000 visites. Donc ça a doublé. Merci de m'envoyer un peu d'argent. J'ai commencé à travailler en 2008, après j'ai diplômé en 2007. Et puis j'ai commencé à penser à, voilà, parce que comme Guy a dit, on vient, on travaille, on a une vie de famille, après il faut penser à d'où on vient. Donc voilà, après il y a le plafond de verre qu'on atteint facilement dans l'entreprise ici. Donc j'ai commencé à être freelance à mon compte, j'ai créé mon entreprise. En 2018, j'ai fait la rencontre de mon partenaire, de notre partenaire à Guy, Fidjon Technologies au Cameroun. Et puis en 2019, j'ai créé juridiquement Apto Consulting. Alors, quand on a une entreprise, on se donne des valeurs, notamment c'est une entreprise de service. Donc, comme première valeur qu'on a, c'est d'être au service de nos clients, d'avoir une transparence, notamment dans les devis ou les factures qu'on compreste, et puis dans l'assurance par rapport à nos compétences et les produits qu'on vend, et la rigueur dans nos travail, et puis la qualité du service qu'on fournit. Donc si on fait les premières lettres de tous ces mots-là, on a un mot que mon grand frère peut bien interpréter. S-T-A-R-Q. Star qui veut dire fort en allemand. Donc c'est une expérience que j'ai beaucoup aimée en allemand. Voilà. Merci Guy. Alors les services que je propose, c'est quoi? Au niveau de la fidélisation client, donc le conseil en amont et le choix des solutions. Donc que ce soit une PME ou une grande entreprise qui a des besoins de mettre en place un outil de fidélité ou bien des processus. Donc moi j'interviens dans le conseil. Donc dans l'intégration technique, donc vous savez, généralement la fidélité ça entre dans un système qui existe déjà, et même la maintenance où il y a un système qui existe déjà, il y a des anomalies comme quand j'ai intervenu au Galerie Lafayette. Donc il y avait beaucoup de bugs en production, c'était nouveau pour eux, donc j'ai intervenu déjà au niveau de l'expertise et du conseil. Et loyalty en fait c'est le terme anglo-saxon qui veut dire fidélité, donc comme loyal. Alors, le CRM, qui est le principal métier dans lequel j'exerce, moi j'interviens toujours, pareil au niveau du conseil. C'est très important le conseil, Estelle pourra le... Parce que dans l'informatique, il y a beaucoup de profanes, et avant de mettre en place un outil informatique ou un besoin, il faut le professionnel doit d'abord conseiller, il a ce devoir de conseil en fait. Parce que on n'est pas des commerçants. Parce que quand on vient nous voir, on veut une solution, on ne va pas vous vendre une solution. On va vous conseiller de comment est-ce que vous voulez, parce que l'informatique n'est pas au service de l'informatique. L'informatique est au service d'un métier. Donc, je ne sais pas, Maître Koum tout à l'heure me disait qu'il veut augmenter ses clients. Voilà, il a un site internet, mais il veut beaucoup plus. Donc, il faut d'abord, voilà, son souci, c'est d'augmenter ses clients. Et par là, on le conseille par rapport à un processus. Donc il y a le conseil et à la mise en place de la stratégie. Et après, moi je suis pas un développeur, il y a des choix qui existent déjà sur le marché. On lui propose des choix en fonction toujours en fonction de nos conseils, de ce qui est efficient à l'instant et peut-être à moyen ou à court ou à moyen terme pour lui. Donc c'est un peu ça. Alors, le Big Data. Donc, le Big Data, c'est aujourd'hui, comme le thème l'indique, grosses données ou des grosses volumétries de données. Donc, aujourd'hui, je traite cette partie avec mon partenaire au Cameroun, Fidjon Technologies. Donc, vous savez, étant ici, on peut suivre les projets. Donc, je n'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui parce qu'on est en pleine restructuration. Et au deuxième semestre, avec Aziz, peut-être que s'il accepte, on présentera la Fidjon Technologies IME, parce que c'est une entreprise camerounaise qui est en internationalisation, donc le bureau Europe va ouvrir au deuxième semestre. Ensuite.
qualité logicielle, donc en termes de test logiciel, moi je fais du conseil, je fais de la formation aujourd'hui et de l'accompagnement pour les... Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de logiciels sur le marché que la qualité est devenue un enjeu très majeur. Je prends un exemple, si vous êtes malade, vous devez faire un IRM ou un scanner. Si le scanner est mal paramétré, je ne sais pas en termes de chaleur, de dosage, au lieu de vous détecter ce à quoi il est dû, vous pouvez avoir les rayonnements qui font en sorte que vous êtes aggravé. Donc si le scanner est sorti, il a été mis sur le marché, avant qu'il n'y ait eu un batterie de test derrière, il y a ce problème de test qui intervient, comme l'initiative, il y a une initiative d'un parti politique au Cameroun, Thierry Cameroun, où il y a un problème de bug, il est de tout le monde d'agence, voilà, j'en ai parlé, sujet un petit peu plus. Je l'ai testé. Et voilà, l'application, moi je me suis basé sur le rapport d'audit technique qui a été d'une trentaine de pages. Et je pense que intuitivement, l'application n'a pas été testée. Donc voilà, c'est tout à fait basique parce qu'on ne peut pas mettre une application pour gérer autant de gros sous sans avoir au préalable testé derrière. C'est pour ça que le test aujourd'hui, la qualité logicielle, c'est un enjeu majeur dans plein de domaines. La suite, s'il te plaît. Alors, quelques projets chez les clients que j'ai réalisés. Au PMU, moi j'étais chargé de coder les différentes offres de promotion sur le site internet. C'était uniquement sur les clients qui pariaient sur le site. C'est le codage, informatique, mais les demandes émanaient de la direction marketing. Chez Conforama, j'étais responsable, je gérais l'application de fidélité. Et chez Stago, j'étais analyste au niveau du test de l'application mobile qui devait gérer le calcul de la coagulation sanguine. Et chez NJ, j'ai fait un apport technique dans la mise en place d'un nouveau CRM en fait. Alors, ça concerne la partie Acto Consulting je suis ici à la MCFC et je suis membre, donc qui est membre de la MCF? J'invite les autres à adhérer, Camerounais ou pas. Donc pourquoi adhérer? Moi je pense que j'ai adhéré pour apporter ma petite pierre à l'édification d'un projet communautaire parce que moi je suis quelqu'un de très communautaire. C'est facile, pour moi c'est normal, je ne pense pas trop, pour véhiculer l'esprit de solidarité et d'importance. Et dans le processus d'accompagnement de la Maison des Camerounais de France, j'ai proposé au président Abdelaziz Moundé de mettre en place une base de données informatique de compétences et des organisations, des personnes physiques, morales, de mettre en place un site web, de promouvoir les produits made in Cameroun, produits alimentaires ou autres. Donc il y a quelques chocolats et biscuits que j'ai ramenés ici. Mambo, c'est fait par une entreprise qui s'appelle Chococam, qui n'est pas très camerounaise. Oui, après, moi j'ai mon autre concept de made in Cameroun. Donc voilà. Et parmi les partenaires de l'Acto Consulting, on a Fusion Technologies, avec qui Guy aussi on est partenaire. J'ai l'Institut Université de la Côte, l'école où j'ai fait mon cycle de BTS avant de venir ici. J'ai Numtech Print, donc tous les gadgets, les blocs, les silos que vous avez ont été faits au Cameroun par Numtech Print. C'est un jeune avec qui on travaille. Je pense que Guy t'a remercié, peut-être que je le connais. On a fait la même école, lui est rentré au Cameroun. Donc j'ai imprimé, j'ai payé le transport ici, donc tout a été fait au Cameroun. Donc on a soutenu, j'ai soutenu à ma modeste personne une entreprise camerounaise. Et je pense que c'est comme ça que tous ensemble on va évoluer en se tenant dans la main. Donc il y a Blanc qui est une banque pour les indépendants et l'expert comptable.com pareil. Alors le quiz. Normalement, tu ne devais pas mettre le quiz. J'ai réservé quelques cadeaux pour les... Je pense que Marcelin a déjà répondu le quiz. Le logo d'Acto Consulting, ça vous ramène à quoi? À part la personne qui l'a fait, qui est dans la salle. La double cloche. Pardon? La double cloche, le nom? Cuifo. Cuifo. Quoi d'autre?
Parce que ça a été dit. Et deux pyramides se correspondent. Voilà, c'est ça, les pyramides. Bon, il y a des réponses. Deux cadeaux. On va les partager. Voilà, On vous avez- partage au cadeau. Il n'y a pas de souci. Bon, deuxième question. Qui a retenu les différentes dates d'Arto Consulting? Date de création. Le mois et l'année. Hein? 2019. 18. Oui, oui. Bon, un cadeau. Donc il y a un biscuit calé, un tapis de souris, Arto Consulting et un stylo. Bravo. Bon, à boire pour la pyramide ici. À boire vite pour la pyramide. Non, on va poser une autre question. Et partager. CRM, ça signifie quoi? Customer Relationship Management. Oh là là. Il y a des cadeaux, hein. Mais là, on ne devrait pas répondre parce que c'est ce qu'elle fait. Non, il y a la tête. C'est vrai. Elle doit donner à une autre personne. De lead initié. Vas-y, c'est là. Poser la question. Moi j'ai une question à poser. Oui, c'est vrai que les gens sont passés, à la fin ils ne nous demandaient pas. Ils ne nous demandaient pas. On ne connaît pas. Pour se présenter, pas ici. Salutations à toute la salle. Je suis fidèle Tchinkois. Je suis venu ici dans le cadre de la plateforme républicaine. La plateforme républicaine vient d'être lancée. Elle a eu une première conférence le 26 février. Et l'objet de la plateforme, qui est partie d'une initiative de Camerounais, est de dire qu'il y a des contestations au Cameroun, comme dans d'autres pays. Nous avons bagarré, on a dénoncé, et après avoir fait ça, qu'est-ce qu'il faut alors? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas réfléchir à autre moyen de faire? Faut-il se poser la question de savoir si on ne peut pas rassembler les Camerounais de différentes opinions, rassembler les Africains de différentes opinions et aller dans un autre paradigme? Est-ce qu'il ne faut pas aller vers les autres personnes et dire comment peut-on ensemble? Il n'y a pas unanimité dans la lutte. Il y en a qui se disent des résistants, il y en a qui disent des patriotes. Pourtant, pour nous en diaspora, on peut se poser la question que d'autres se posent. Comment faire pour construire dans notre pays et non de manière partisane, sans dire je suis de tel parti, je suis de tel parti. Comment ensemble on peut discuter avec les régimes en place, constituer une force en diaspora pour faire face à eux. Voilà, c'est ça la plateforme. C'est bien présenté, c'est bien. Maintenant, pose la question. Merci. Ah, sinon, on va. Bon, ma question est la suivante. C'est vrai que d'autres sont passés sans nous donner l'opportunité de poser la question. Je vais donc la relier entre ce que vous présentez et ce que notre chère sœur a présenté. Peut-être lui aussi. Voilà, vous êtes des informaticiens, mais vous avez dit à un moment donné que vous n'êtes pas codeur. Vous n'êtes pas développeur. Je ne sais pas s'il est. Oui, je suis. Voilà, maintenant, vous avez une expérience pratiquement d'ingénieur sur le marché et la dame a parlé des codeurs et a dit qu'il y a Jimmy Codeur, ça c'est l'association. oui, et a parlé des codeurs que les Africains peuvent, la jeunesse africaine peut devenir aussi comme la jeunesse coréenne. La jeunesse coréenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en Corée, vous voyez les enfants, au terme d'une école primaire, d'un collège, même en troisième, ils sont déjà capables de programmer. Je me souviens moi-même, mon fils me demandait à 8-9 ans de lui apprendre à programmer. Dans ma tête, ça n'allait pas. Il m'en a voulu parce que j'ai enseigné cela à son aîné qui était plus loin. Il m'en a voulu comme si je l'avais fait exprès. Voilà, vous maintenant, la dame a dit, il y a 18 pays, ou 16, je me souviens 16, où ils ont lancé l'initiative. Comment vous voyez le fait qu'en Afrique, on doit développer cela? Quels sont les cas pratiques que vous avez, vos expériences, y compris tous les ingénieurs qui sont là, ou ceux qui ont l'expérience de ce projet, des cas particuliers
pour mettre en place une structure réelle et bien apprendre à coder, puisque ce n'est pas encore dans le cadre des programmes. Mettre en place des ateliers ou peut-être le week-end, des autres les apprennent sous forme d'initiation ou bien d'ateliers ou bien comme un loisir cadré, et vous avec vos expériences, vous avec ce qu'elle a dit, pour que ça ne soit pas seulement, excusez-moi, un discours. On a passé le temps du discours. Ça veut dire, il aurait voulu qu'elle me dise dans le cas de la Côte d'Ivoire, dans une ville donnée, voilà la photo. La question c'est, au-delà du discours, les actes, c'est ça? C'est ça. Oui, oui. Non, on permet aussi aux autres de comprendre le problème. Oui, voilà. Donc, comment concrètement, est-ce qu'ils ont un centre concret où il y a des ordinateurs, des gens qui les apprennent à coder, et comment vous pouvez leur apporter l'expérience pour qu'au bout de 3-4 ans, on dit voilà les élèves qui étaient en 6e, 5e, en 3e, ils arrivent, ils savent coder. C'est ça du côté. Très bonne question. À vous la parole. Moi, après, je pense que c'est un problème de positionnement. Moi, je me suis positionné au niveau des élèves du supérieur. C'est un cas personnel. Avec les amis, à un moment donné, vous sortez d'école, vous cheminez, je parle de mes promotionnaires, vous commencez à vous réunir, vous faites des tontines, et vous avez des projets, mais à un moment, ça ne avance pas. Quand ça n'avance pas avec les autres, vous allez seul. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Parce qu'à un moment, vous ne pouvez pas être tout le temps en phase voilà, avec les autres. Il y a toujours un hic qui ne fonctionne pas. Moi, ce que je fais, c'est quoi? Voilà, avec les étudiants, je vais dans mon ancienne université, je cible une filière de licence ou de deuxième année de BTS. Je fais sur une semaine, je fais une conférence, et puis après, s'il y a des questions, et là, j'améliore, je fais ça depuis 2014. Ce que j'améliore à chaque fois, je fais ce qu'on appelle, je vais vous donner la vidéo, donc il y a une espèce de questionnaire que je fais, les étudiants, ils m'évaluent. Hein. Donc c'est moi qui conçois le questionnaire, ils m'évaluent. Donc après, l'année d'après, je peux venir avec un travail pratique. Et après, ce que vous dites, ça peut être bien pour les enfants, mais même souvent avec les encadreurs de l'école, eux-mêmes, ils ne suivent pas. Hein. Vous les relancez une fois, 2 fois, ils ne vous répondent jamais. Donc après, 10 000 codeurs, c'est bien parce qu'ils prennent directement les enfants et vous n'êtes même pas obligé d'être scolarisé. Vous avez fini, vous divaguez, on vous prend, on crée des centres et tout. Et voilà, les initiatives comme M. Guitalom fait avec EasyWay, avec l'IUC, je crois qu'il a un partenaire avec l'IUC, il prend des stagiaires. Effectivement, c'est ce que j'allais voilà. commenter aussi. Moi personnellement, je ne le fais pas, mais 10 000 codeurs le fait. Moi je connais 10 000 codeurs de Douglas Biando qui est camerounais, c'est une initiative là. Il y a une camerounaise qui est en Allemagne aussi, qui a créé une école de code au Cameroun, de codage informatique pour les élèves. Quelle classe? Oui, les élèves de 6e en terminale. 6e en terminale. Oui, une camerounaise allemande, j'ai oublié son nom. Vas-y. Et peut-être pour compléter aussi, peut-être si monsieur, si j'ai bien compris la question, c'est aussi comment est-ce qu'on peut faire pour commencer très tôt? C'est la question de commencer très tôt. Pose quel problème? Bah justement, en fait, moi, oui, vas-y. Dans le cadre de 10 000 codeurs, déjà pour venir au fait, si vous voulez parler du choix factuel, en fait, concret, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a produit. Bon là, j'avais 10 minutes aussi, j'avais pas... compléter sur son temps de présentation. Donc 10 000 codeurs a commencé depuis 2015 et eu 2 années pilote en Côte d'Ivoire sur 2 ans en fait. Et ces jeunes-là, ces amis, moi je suis parti l'année dernière en Côte d'Ivoire, j'ai fait 3 mois en Côte d'Ivoire, je les ai rencontrés. Donc on les suit, sont suivis, il y a un accompagnement derrière. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Donc on les accompagne, on les forme à faire du codage. On n'est pas donc le nom de l'association 10 000 codeurs. À la base, donc l'initiateur, donc Douglas, avait, c'est un codeur, c'est un développeur, enfin, il a fait une école de jeux. Voilà, en informatique, il est basé à Lyon. Puis c'est un codeur à la base, un développeur. Donc au départ, il était axé sur le code. Donc il a appris ces jeunes-là à coder. Sur la promotion pilote, c'était que des codeurs au départ, des développeurs. Donc ils ont fait des formations gratuites, prises en charge par 10 000 codeurs. Ils étaient formés
pendant 2 ans, accompagnés, suivis. Il y en a qui ont été insérés dans le salariat. Il y en a 2 qui ont créé leur structure. Aujourd'hui, ils créent des sites web, sont entrepreneurs aussi. Voilà. Je les ai rencontrés, je suis parti l'année dernière, je les ai rencontrés. Notamment une Nabounou Diaby, une femme, donc c'est ce que je veux apporter aussi, le côté féminin dans ce domaine-là. Elle est devenue développeur, elle travaille dans une structure, elle a su se revendre, elle est insérée en tant que salariée. Et puis après, elle a commencé à se revendre dans d'autres entreprises. Elle travaille aujourd'hui au Sénégal, dans une entreprise au Sénégal, elle était débauchée au Sénégal. Donc c'est du concret, c'est du fait réel. On va pas, si vous allez sur le site d'Imicodeur, vous allez voir ces jeunes alumni qui aussi rendent le retour. Ils font aussi de la formation. Ils sont aussi représentants, ils font de la formation aussi. Non, c'est rien, ça se voit. Le problème c'est une suggestion, effectivement, c'est vrai. Au niveau de l'école, ici en France, je sais que les enfants, ils commencent en 6e déjà à coder, déjà sur quelques Scratch. Ils commencent à coder, déjà. Donc je crois que c'est en 6e, 5e. Donc il n'y a pas cette... La base du collège, c'est souvent l'algorithmie. Voilà. Et même déjà en première fille à maternelle, ils font des jeux sur l'algorithmie. Même les jeux de maternelle, tout ça, voilà, ils font ça. Voilà. Donc en France, on n'a pas trop ce souci-là. C'est surtout là-bas. Là-bas, il faut dire que, pour ce que j'ai fait, moi j'ai aussi une association avec les jeunes, déclarer les enfants, la déclaration des enfants à la naissance. C'est très protocolaire là-bas. Donc nous, ce qu'on voulait au départ avec Imicodeur, ce qu'on veut toujours initier, c'est d'aller directement dans les écoles primaires. Et là, il faut faire allégeance au maire, au ministère de l'Éducation nationale, c'est très compliqué, surtout qu'on est association pour l'instant. Et c'est ça qui nous tue aujourd'hui. Donc c'est bien compris pour les entreprises, les universités, c'est bon, on a commencé à avoir des partenariats avec certaines entreprises sur place et des écoles. Mais au niveau primaire, c'est vraiment très protocolaire, là-bas, il faut vraiment, voilà. On a un peu besoin de soutien. Ah, il y a que vous avez fini, désolé. Il y a que vous avez fini. Non, je n'ai pas fini. Donc c'est un peu ça. Désolé, j'ai cru que c'était la fin. Donc pour répondre en fait à ça aussi, on a créé, comme je disais, on avait 25 communautés, donc différentes thématiques, différents thèmes. On a une communauté qui vient se créer, qui s'appelle KID. Là, on a fait du codage. On fait du codage de 5 à 17 ans. Donc il y a une personne qui est habilitée à faire ça. Elle fait du codage de 5 à 17 ans à distance aussi pour ces jeunes-là, donc pour les parents qui inscrivent leurs enfants dans ça. Voilà. Étienne, j'ai une question. Oui. Bonjour et merci. Hein. Moi, c'est Zéphirin Giongo. Voilà, je travaille dans une fintech américaine qui s'appelle High Radius. On utilise l'intelligence artificielle pour automatiser la comptabilité. Voilà, donc je suis directeur de transformation là-bas. Je suis un ancien Big Four, EY. Voilà, j'ai fait mes preuves chez EY. Et j'ai créé aussi Ernst Young. Ernst Young. Voilà. J'ai créé une petite start-up au Cameroun. Je suis partenaire avec Guy. C'est anecdotique de dire Guy parce que ma start-up est très similaire à celle de Guy. J'interviens dans le transport urbain interurbain. Ma question, elle est celle-là. Et de façon très concrète, à partir de quand est-ce qu'une entreprise naissante doit se poser la question de la nécessité d'un CRM? À partir de quand je me dis, là, il me faut un CRM. À partir de maintenant, je veux suivre la relation avec mes clients et mes partenaires. Alors, à partir du moment où vous avez, je vais prendre le cas par cas. Sur le cas, je prends le cas du site internet, d'un site web, d'un site de vente en ligne, d'une marketplace. À partir du cas où vous avez un trafic, je ne sais pas, par rapport à... Vous avez déjà un chiffre d'affaires qui est conséquent. Et vous avez, si c'est un e-commerce, un trafic quand même qui est très important. Très important, qu'est-ce que je peux dire? Déjà, pour un pays comme la France, avec 65, 68 ou 70 millions d'habitants, avec plus de 90% des foyers ou des personnes qui sont numérisées, si vous avez déjà, je ne sais pas, même 1 million de visites par jour sur votre site, ou bien, je ne sais pas, même 100 000, parce qu'il y a tellement de sites concurrents, non, pour une base de données, pour un site, non, à partir de 1 million, vous pouvez y aller poser une question pour la mise en place de CRM. Étienne, je me permets de relancer, parce que en fait, la question que je me pose est la suivante.
Cette année, je vais lancer l'application et le site internet si tout se passe bien. Oui. Mais je reste convaincu que la question du CRM se pose avant. Aujourd'hui, j'ai des clients, d'accord, des gens qui prennent des motos, des gens qui passent des commandes, pas en ligne, hein, c'est des relations qui sont négociées au jour le jour. Je me dis que la question du CRM se pose même sans être équipé de sites internet ou d'applications. Peut-être que c'est faux cette question. Donc si tu me réponds en parlant de trafic, je vais être un peu lagué parce que je n'en ai pas. C'est pour ça que j'ai dit si je me suis positionné sur un site web. D'accord. Après, il n'y a pas de règle. Hein. D'accord. Même quand on veut tester une application, on ne développe pas avant de tester. Les spécifications de test, le plan de test, il se fait en même temps qu'on développe. Parce que vous pouvez louper une étape si vous n'avez pas fait un bon plan de test avant. Estelle, si je dis une bêtise, tu me corriges. Donc, je peux dire qu'il n'y a pas de règle. D'accord. Il n'y a pas de règle. En fait, peut-être, Étienne, si je permets, je tourne sa question dans l'autre sens. Oui. Est-ce que toutes les entreprises sont éligibles à utiliser un CRM? C'est ce que tu penses? C'est ça. Non. Après, si tu veux automatiser ta gestion de la relation client, oui, tu peux utiliser un CRM. Il y en a des entreprises aujourd'hui qui ont des gros chiffres d'affaires qui utilisent encore les feuilles Excel pour gérer leurs clients. Aujourd'hui encore. Encore que peut-être derrière le CRM, on voit souvent un peu la théorie. C'est adaptable, moi je connais des personnes qui... Excel, tu peux avoir parce que sur Excel, on développe des applications. Je voulais me dire que dans leur cas, leur Excel, ça veut dire un CRM en fait. Ils n'ont pas une base de données. Enfin, ils ont une base de données, d'ailleurs. Ils n'ont pas automatisé. Par exemple, un coiffeur, un salon de coiffure peut avoir un CRM qui sera adapté à son besoin. C'est ça ma question, c'est très bien. Et je me disais à partir de quand est-ce que je peux m'équiper de ça? Voilà. Tu peux automatiser ta gestion de la relation client. Voilà. Pas besoin de site, pas besoin d'application. Je peux le faire dès maintenant. Très bien, très clair. Merci. Et puis moi, si je peux, c'est vraiment un sujet, bon c'est dommage, hein, c'était pas l'objectif de la séance, mais ton métier, peut-être les gens ils ne l'ont pas compris, voilà, tout le monde n'a pas compris, mais pardon, je vais partager mon retour d'expérience en 1 minute là-dessus. En fait, moi j'ai lancé EasyWay sans CRM. En avançant, vous savez, je vous ai montré à peu près la croissance de EasyWay sur 1 an. Et vous arrivez au bout de l'année, vous dites, bon, comment je fais pour aller au palier d'après? Vous dites, bon, ah oui, tiens, il me manque peut-être des axes d'amélioration, mais vous ne connaissez pas vraiment quoi. Mais en fait, vous posez la question que le CRM va vous répondre, devrait vous répondre, j'allais dire. En fait, nous, ce qu'on avait raté au départ, c'est que le CRM, Etienne, tu as raison de dire, ça permet de gérer la fidélisation, mais avant la fidélisation, il faut déjà connaître le client. Et le CRM, c'est le moyen qui vous permet dans une gestion d'entreprise. Vous dites le coiffeur, comme vous avez dit, qui sont mes clients les plus réguliers? C'est ça le rôle d'un CRM déjà. Qui sont mes clients qui payent souvent des bonnes factures? Juste les connaître, vous connaissez orienter vers votre politique marketing, votre politique commerciale, et vous savez développer du chiffre d'affaires avec. Donc nous, on s'est posé la question, pratiquement, bon, on a résolu le problème, hein, mais disons qu'on s'est posé la question, à un moment donné, moi je trouve que c'était un peu tard. Ça nous aurait permis dès le départ de faire certains choix qui on n'aurait peut-être pas fait j'ai envie de faire un an après, que j'ai envie tout de de faire suite, maintenant avant et l'application. peut-être même 5 fois mieux, parce qu'en fait, vous savez, dans tout ce qu'on voit en Europe, on dit c'est sociétés de consommation. Mais oui, mais c'est d'abord aussi des sociétés qui sont très excellentes dans le marketing. Elles connaissent, regardez Google, ils connaissent à peu près ce que vous avez mangé le midi avant vous-même. J'ai répondu à ta question, on a eu la discussion. Tu n'as pas eu tort de poser la question. Bon, c'est tu t'es lancé, voilà, tu as une base de clients, tu fais du chiffre. Maintenant, tu te poses la question, c'est normal. Si tu as mis ça avant, tu ne serais pas sûr d'avoir fait du chiffre d'affaires et d'avoir une base client. En fait, c'est aussi souvent la question, c'est... Voilà, oui, il répond à la question, là, c'est ça? Non, mais il a montré un schéma d'objectif. C'est le numéro 1 objectif. Attends, comment rester numéro 1? C'est ça, c'est ça. C'est toujours les questions qui vous convaincu que j'ai besoin de ça. Tu as un schéma numéro 1 quand tu es entré, il y avait des géants quand tu es entré. Tout à fait, il fallait occuper le marché. Dans l'objectif atteint. Maintenant, pour rester numéro 1, équipe d'un CRM, du big data, l'intelligence artificielle. Tu as un flyer que tu l'as montré là, tu as mis la big data et à droite, tu as dessiné fidélisation et tu as énuméré un ensemble de choses à ta droite. Et voilà, c'est ça. Il y a une question. Voilà, c'est ça. Oui. Voilà, le business intelligence. Bon, toujours dans la même lignée. Bon. Après, moi, je suis plus financier que... Mais je me dis, moi qui manipule bien Excel, par exemple, à partir de quand dois-je passer sur l'automatisation
ou dois-je continuer avec mes tableaux de bord croisés dynamiques, mon reporting? Parce que pour moi, l'important, c'est la donnée de base. Si tu remplis bien ton fichier Excel chaque jour, tu es capable d'avoir ton CRM sur ton fichier Excel. Maintenant, pour des entreprises formelles, à partir de quand peut-être ils doivent se dire, ok, là, il faut que je laisse le fichier Excel et je prends un outil de marché et tout. Après, il y a des enjeux de coût, il y a différents enjeux. L'enjeu d'abord, il peut y avoir l'enjeu de sécurité. Aujourd'hui, il y a le cloud qui est pas mal. Dis-toi qu'aujourd'hui, là, ton fichier Excel, je ne sais pas si tu perds un truc ou je ne sais pas, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vois, donc si tu valides ça, il y a plusieurs étapes. Il y a cet enjeu de sécurité-là, perte de tes données. Il y a des sociétés où je travaille chez Etam, c'est un peu secret, si la base client, si ça n'existe plus, l'entreprise cool. Oui, tout à fait. Donc tu te poses cette question-là. Tu te poses une question, voilà, en termes d'automatisation, tu fais ce qu'on appelle un POC, un Proof of Concept. Tu essayes de... Parce qu'on va te vendre tout et n'importe quoi. Un informaticien ou un commercial, il te vend ce que tu veux. En termes, tu demandes par rapport à ce que tu as actuellement là, ou par rapport aussi à tes objectifs, à court ou à moyen terme, disons, ce que ça va te coûter en termes de retour d'investissement. Tu fais une simulation. Moi, je pense que ce sont ces deux enjeux-là qui pourront te permettre de basculer à autre chose. D'accord. Qu'est-ce que ça me coûte, qu'est-ce que ça me rapporte, et en termes de sécurité. Oui. Moi, je vais poser une question plus concernant le profil, ton profil, et est-ce que les personnes comme toi peuvent, parce qu'on est dans la maison des Camerounais de France, et tu as été au Cameroun, où tu as fait une partie de tes études, tu les as terminées en France, tu as travaillé en France, et tu es aujourd'hui en partenariat avec des gens qui sont au Cameroun et tu formes des Camerounais dans ton métier. Pour toi, tu es à même de savoir aujourd'hui ce que des personnes comme toi qui, quand tu reviens en arrière, des personnes comme toi aujourd'hui, avec l'informatique s'étant développée, est-ce qu'au Cameroun aujourd'hui, on a directement des profils de personnes qui peuvent être formées comme toi? Sinon, qu'est-ce qui manque pour que les jeunes Camerounais ne sortent plus du Cameroun pour être formés comme toi? Et globalement, en ce qui concerne l'informatique, c'est-à-dire les métiers qui sont, c'est le big data, c'est le métier d'aujourd'hui et de demain. Qu'est-ce qui manquera au Cameroun pour qu'on soit... Au Cameroun, la question est simple. On a tout au Cameroun. Les gens formés comme moi, même mieux que moi, il y en a au Cameroun actuellement. Merci. Il y a des écoles, parce que il ne faut pas... Une fois à l'UIC, quand je faisais ma conférence sur les tests, un étudiant m'a posé la question de comparer le système éducatif camerounais et français, quel est le meilleur. Je lui ai dit non. Le système éducatif commence à la maternelle. Je ne peux pas mettre sur la balance la comparaison comme ça. Je ne sais pas, il y en a au Cameroun aujourd'hui, il y a JFN IT, une école qui est en partenariat avec Google Cloud, où les étudiants pourront directement se former sur Google Cloud étant au Cameroun. C'est des certifications qui t'ouvrent les portes au monde entier. Aujourd'hui, les entreprises, les ESN, ce qu'on appelle entreprises de services numériques, anciennement SS2I, recrutent depuis le Cameroun des élèves qui ont fait l'IAI, que j'en connais. Ils ont fait des formations, des certifications, comme des entreprises recrutent en Tunisie, au Maroc, au Cameroun, on recrute qui ont été formés au Cameroun. C'est exactement ça. Tu as les étudiants de Polytechnique, ils viennent ici, ils travaillent, ils sont même indépendants directement, sans complexe dans le numérique. Et comme je le disais chez GMTV+, la base de données Oracle ou le langage Java, c'est le même au Cameroun, c'est le même en Inde, aux États-Unis, partout c'est le même. Et quand est-ce qu'on arrivera à la création des serveurs au Cameroun? Alors la création des serveurs, il faut déjà... Un serveur est physique, donc il faut déjà une certaine technologie. On peut même le concevoir, mais après le produire en masse, l'utiliser. Il y a des normes, des standards, il faut que ce soit validé. Il faut déjà l'énergie qui va avec. Voilà. Nous, on a, avec Freedom Technology, on a des clients en France et on arrive à leur délivrer le projet. Donc le point de l'énergie, bon après, ça se discute. Très bien. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est le même micro qui prend tous les sons. Je suis Jean-Stéphane Dianguet. Je suis historien et sociologue, mais je suis journaliste également.
je travaille beaucoup avec des jeunes africains de manière générale, et que ce soit ici ou en Afrique. Et c'est vrai qu'on sent un véritable engouement en ce qui concerne, je rejoins ce que disait Estelle tout à l'heure, vouloir faire de l'Afrique le poumon de tout ce qui concerne les métiers numériques. On sent un véritable engouement. Et moi, je voudrais demander, on est le continent le plus jeune au monde. En 65-70% de la population en 25 ans. C'est énorme. Et donc ça, c'est atouts, évidemment, ça c'est des inconvénients aussi. Vous avez dit, compte tenu justement de cette potentialité-là, le fait qu'on soit ce continent très jeune, on peut raisonnablement penser que dans quoi, 10-15 ans, on sera le véritable poumon de métier numérique dans le monde. 10-15 ans. Okay. On peut le penser. Si on fait ce qu'il faut. C'était l'objet de mon passage à JMTV+, une fois de plus. Tu reviendras. De se dire, moi je travaille ici sur des projets dans les grands groupes, Capgemini, CGI, c'est les big firms mondiaux. Voilà, sur les projets européens, vous avez ce qu'on appelle de l'offshore, on externalise le travail en Inde ou en Afrique du Nord. Donc il y a l'anglais, il y a le décalage horaire en Inde, voilà, les patrons européens, souvent ils râlent, la qualité n'est pas bonne et tout. Au Cameroun, on a l'anglais, on a la zone anglophone, on a la zone francophone. Les étudiants qui jeûnent très bien sortent d'université. Moi, j'ai dit que ce qu'on va faire en Inde, avec Philippe, on va travailler pour que les mêmes projets, on les a au Cameroun. On a le décalage horaire, parce que quand vous travaillez avec un Indien, à 10h ici, il est peut-être 17h là-bas. Donc vous ne pouvez pas faire souvent certaines réunions l'après-midi. Au Cameroun, on a souvent une heure ou la même heure. Vous n'avez pas un accent bizarre indien et tout. Enfin, vous avez l'impression d'avoir un petit français. Déjà, les centres d'appel, les Marocains externalisent au Cameroun. Même Free. Ce sera pareil pour les sites. Voilà. Non, Free, si avec les Marocains, pour baisser le coût, ils vont au Cameroun. Orange au Côte d'Ivoire. C'est pareil. Donc, on va le faire avec des systèmes. Les big data, on le fait déjà. En fait, il y a une grosse remarque aussi, Étienne. La vérité, c'est que sur le plan de la compétence, on a des bonnes écoles, l'école polytechnique au Cameroun. Je ne vous parle pas de qui sont les génies qui sortent là chaque année. Mais en fait, je crois qu'on regarde dans le cas de l'Inde. Je prends le cas de l'Inde parce que, fut un temps, vous savez, Microsoft, le géant du logiciel, il produisait son système d'exploitation en Inde. Donc, vous prenez par exemple Windows XP qu'on a tous utilisé là. Bon, en fait, c'est une version qui a été construite en Inde. Ce n'est pas les Américains qui ont construit cette solution. Mais pourquoi en fait? Parce que quand vous êtes un géant comme celui-là, à un moment donné, vous avez toujours besoin de la croissance. Et la croissance veut dire des gens. Des gens, ça veut dire plein de gens. Donc, si on va au Cameroun aujourd'hui, on veut effectivement monter un Google, un Facebook ou un autre. Même si tous les Camerounais se mettaient à faire l'informatique, on n'aurait pas assez de main-d'œuvre pour cela. Mais le problème déjà, c'est que tous les Camerounais ne font pas l'informatique parce que, regardez, il y a combien d'écoles qui forment en informatique. Chaque année, une centaine de personnes sortent de ces écoles. Donc, il y a un problème d'effectif qui va faire que, je vais en parler, j'ai une anecdote dessus, c'est que le problème d'effectif est quand même aussi une assurance. Une assurance pour quelqu'un qui va faire du business chez vous. Si vous lui dites que, en fait, si vous avez capacité comme ça à produire 3000 ingénieurs par an, ok, il va se poser le problème de la fluctuation du marché parce qu'ils ne sont pas les seuls. Ok, si sur les 3000, de temps en temps, ils vont au funérail ou bien ils sont malades ou je ne sais pas trop quoi là, ils sont absents, comment vous faites? En fait, l'investisseur aura besoin de cette assurance aussi pour se projeter. Et le problème qu'on a, et je voulais parler de mon anecdote, c'est que quoi? On a des commerciaux en France qui nous disent, bah oui, c'était intéressant ce que vous faites, vous arrivez à faire ça au Cameroun, très bien. Et la prochaine question qu'ils nous posent souvent, c'est que, bon, sinon là-bas, vous êtes combien? Vous pouvez travailler sur mon projet. Quand vous lui dites, bah, ouais, vous grattez la tête déjà, vous dites, bon, est-ce que je peux trouver 20 personnes? Vous grattez la tête, hein, parce que vous ne connaissez pas 20 tout de suite là qui vont faire le travail. Pourquoi? Parce qu'ils sont staffés, non? Ils sont en train de travailler ailleurs. Et derrière la question, c'est en fait, c'est l'assurance. Ok, bah, si tu me dis que tu as 20 ingénieurs là, moi, mes projets, c'est des centaines de gens. Et il y en a à côté. Bon, la question va venir après parce que là, tout de suite, vous devez répondre à un appel d'offres. Comment vous faites? C'est l'urgence, en fait. Voilà. Et sur le champ, c'est là où on en vient. La question de tout à l'heure, c'était d'ici quand est-ce qu'on peut se voir à ce niveau? Moi, je crois que déjà, il faut des initiatives comme celle-ci pour qu'on continue à vulgariser. L'informatique, c'est pas qu'au Cameroun. Hein. Je regardais un article encore là-dessus. En France,
on vous dit il y a une pénurie depuis je ne sais pas combien d'années, on ne sait pas où cette pénurie. Finalement, si vous avez des bons profils comme ça, on va les chercher là-bas, on les ramène ici. Bon, c'est pas mauvais, c'est ce que nous aussi on a vécu quelque part. Mais à la fin, c'est ça, il va falloir cultiver la masse. Et vous avez dit tout à l'heure, il faut même commencer déjà très tôt, vulgariser davantage. Mais moi je crois beaucoup au digital comme aussi une solution pour résorber nos problèmes de jeunes. Bon, on parle de, voilà, du chômage et tout ça, mais c'est des métiers qui aujourd'hui, ça peut être difficile au début, mais vous ne chômez pas, vous avez des débouchés internationaux, et si ce n'est pas directement à l'international, même sur place, il y a des jeunes qui créent des structures. Vous avez sur LinkedIn, qui sont de plus en plus nombreux, qui ont créé une structure, 2, 3, 5 personnes, et ça grandit comme ça. À ce que tu parlais de masse, il faut qu'on commence, qu'on arrive déjà à avoir 1 ou 2 projets qu'on nous confie, on les réalise bien en temps et en coût. C'est ça aussi. Et comme ça, on aura 2, 3, 4, 5, 6, et on aura beaucoup de projets. Oui, attends, monsieur Tchoun. Chers frères, je voulais vous dire en tant que peut-être, je pense que j'ai né ici dans ce domaine de l'informatique. Je suis ingénieur en informatique depuis 1990. Voilà, j'ai travaillé dans toutes les grosses boîtes qu'on a citées là. Vous êtes sur la bonne route. Vous êtes sur la bonne route pourquoi dans le raisonnement? Vous avez dit, la France est allée au Maroc, en Tunisie. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Inde, où les Indiens ont fait une OXP. En réalité, c'est vous, là, cette nouvelle génération, y compris nous qui vous avons précédé, quand nous serons nombreux en France et vous prendre des initiatives, qu'autour de vous, des chefs de projet vont vous dire, je veux baisser mon prix, qu'est-ce que vous pouvez donc faire avec le Cameroun? Et vous trouvez la solution en quoi? Comment créer des groupes où des élèves ingénieurs dans différentes écoles sont en contact avec vous, et comme ça vous savez qu'il y a plein d'ingénieurs camerounais qui sont au chômage. Donc, ils ne manquent pas. Donc il faut donc que c'est vous, c'est les Indiens qui, aux États-Unis, ont commencé à valoriser les leurs. Donc il nous revient de valoriser les nôtres. On doit commencer. C'est le but. On a aussi créé une communauté, justement, quand je parlais de mes recherches et puis j'ai découvert Étienne, parce que je recherchais en fait à mettre en place une communauté de testeurs ivoiriens. Voilà. Donc moi je rappelle... Et là donc... Pour rappel, Estelle, j'ai été abordé en 2018 une fois pour aller faire une formation sur le test ISTQB, certification. Mais j'avais une contrainte, je ne pouvais pas, c'était à Abidjan. Voilà. Donc il y a un besoin. Donc même les habitudes commencent à venir sur le donc là j'ai créé, bon, nous sommes, c'est en décembre 2021 qu'on a vraiment structuré ça, on a un groupe sur mon WhatsApp, on a créé une page Facebook. Et nous sommes une vingtaine pour l'instant. Mais c'est des jeunes qui ont vraiment... Ils ont faim, hein. Ils ont faim. Vous l'avez dit dans votre exposé, oui. Ils ont une soif folle. Voilà, c'est ça. J'ai une question, monsieur Ouak, excusez-moi. Oui, donc je suis monsieur Jean-Paul Ouak, fondateur de la Maison des associations camerounaises en France. Et ma question, c'est de savoir si cette réunion d'aujourd'hui est la seule, la première, ou s'il y a un programme de rencontre comme celle-ci. Ah oui, bonne question. J'espère que ce ne sera pas la seule. Mais comment on fait? C'était une réunion, c'était la première. Voilà. C'est vous le problème. C'est vous le problème. Je suis Ferdinand Bakar. S'il vous plaît. J'aimerais revenir sur la réponse que vous avez donnée à la question de monsieur. Oui. Parce que, sincèrement, quand vous dites par exemple au Cameroun, il y a des écoles qui charbonnent en informatique. Ça c'est vrai. Mais vous avez aussi dit la formation, c'est quelque chose qui commence vers le bas âge. Le système éducatif. Le système éducatif. Au jour d'aujourd'hui, le monde est informatique. Dans la région parisienne, il y a plus d'ingénieurs informatiques camerounais qu'au Cameroun. Dans la région parisienne. Oui, c'est vrai. Ah bon? Oui, il y a plus d'ingénieurs camerounais. C'est vrai. Qu'au Cameroun. Alors, moi, la réponse, peut-être je peux me tromper, mais je me dis sincèrement,
vu le talent que les Africains, les Camerounais, ils en ont concernant l'informatique, pensez-vous que, comme en Inde, parce qu'on parle beaucoup de l'Inde, on parle beaucoup de la Chine, on parle beaucoup des pays comme ça, mais pourquoi nous, Africains, on n'arrive pas à dire que ces États, c'est eux qui ont mis une base pour que ce genre ait de l'or? Parce que c'est ça le problème. Parce qu'on peut être ce qu'on est si nous n'avions pas au Cameroun une base qui va permettre à vous, à tous ces ingénieurs informatiques. Parce que pour moi, le monde aujourd'hui, c'est informatique. Comme vous ah oui, c'est informatisé, on est d'accord. Le monde est informatisé, on a besoin de ces informaticiens. Alors, quand vous voyez, vous prenez le Cameroun, avec tout ce truc-là, il faut le dire. Quand vous avez, excusez-moi, quand vous avez dit vos États, Guy Talon m'a répondu, il a dit que ce sont les ingénieurs indiens de la diaspora qui, avec Microsoft, les grands, ils ont dit que bon, nos frères, ils peuvent faire des choses. Ça commence déjà par nous ici. Non, il y en a l'initiative. Quand vous faites ça, il y a l'initiative déjà. Quand je vous parle oui, nous de la diaspora, les gens, il faut que déjà, avec notre partenaire, on arrive déjà à réaliser des projets avec des clients européens et américains du Nord aussi. Et ça va venir petit à petit. Il y a des investisseurs, vous le venir, on dit qu'on coupe le courant tout le temps, ils ne viennent même pas. Mais c'est de ça que je parle. Oui, je sais pas ça on va en faire. Faisons d'abord ce que nous, c'est qu'il faut le dire. Non, c'est pas le salaire. Le problème, c'est le salaire. On a fait des moi, je dis que si vous avez un pays, l'Inde a mis des choses en place. Oui, c'est ça. La politique gouvernante qui met en place les choses. Tu as parlé il y a quelques heures de ton passage sur JMTV+, qui a boosté le nombre de vues, je pense, oui, sur ton site, et qui va certainement contribuer à faire gonfler le chiffre d'affaires. Je compte bien prendre une partie. Je ne loue pas le Nord. Je ne loue pas le Nord. Alors, le doyen posait la question de savoir, est-ce que cette présentation est la première, la dernière, ou est-ce que suivra? Il y a une chose qu'on peut faire. Nous sommes combien ici? Nous ne sommes même pas 50. Je pense que, si je suis gentil, je dirais 30. Lorsque tu es passé sur JMTV+, ça a été vu. Tu ne sais même pas combien de fois. Toi, tu penses 8000. Mais regarde ceux au Cameroun qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas une haute intensité d'Internet, comment on appelle ça, les data? Les débits. Les débits. Oui. Ils téléchargent et se le partagent. Donc lorsque tu vois 8000 vues, il faut multiplier par 10. Ce serait peut-être bien qu'on organise des émissions sur des thèmes précis que je diffuse sur JMTV+, qui touche déjà plusieurs pays du monde entier. De cette façon, je pourrais attirer vers vous ou vers nous, il faut que je me faire, ceux qui sont en Amérique du Nord, ceux d'entre nous qui sont même au Bangladesh, il y en a. Donc vous n'avez pas idée des gens qui me contactent sur le Bangladesh, je suis... tu ne viens jamais chez nous faire des reportages, tu ne vas qu'aux États-Unis. Je dis, oui, je vais venir, mais bon, acheter un billet d'avion, ils sont étudiants, c'est encore un peu difficile, mais ça va venir. Donc, ce serait bien que tu portes l'affaire, que tu organises des émissions de ce type sur JMTV+, cela parlerait à beaucoup plus de personnes. Voilà ce que je souhaitais proposer à partir de la question du doyen. Je peux rajouter quelque chose. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai posé la question justement parce que moi j'ai préparé un programme pour ça. Alors, le doyen, une question et puis après on va terminer et on a un repas qu'on va partager en haut. J'ai préparé donc un programme de rencontre des opérateurs économiques camerounais chaque mois. Voilà. Ben, en fait, mon association de domicile à Cergy, mais je préfère faire ça ici parce que ici c'est notre maison. Donc, je vais voir avec. Une question encore. On va faire ça. Bon, pas de question. Mais je vous remercie. Moi, c'est pas une question, c'est par rapport à sa question. Donc, je pense qu'il est en train de interpeller les hommes que vous êtes. Toutes ces personnes qui sont des intervenants que vous êtes, des consultants que vous êtes ici dans la diaspora, peut-être de frapper la porte de nos gouvernements et présenter les projets que vous voulez apporter dans nos pays. Je pense que c'est ce que vous voulez dire. En fait, je n'ai pas compris. C'est ça. C'est ce que vous voulez dire. C'est vrai, c'est le souhait. Mon souhait, pourquoi je le dis, excusez-moi, je le dis parce que je suis dans un projet. Et dans ce projet, il a fallu que je cherche les gens de la CAM.
Et je vous assure que j'ai été moi-même, je suis resté comme ça, je dis c'est pas possible, on a tellement de talent. Sur 8 personnes qu'on m'a présentées, 6 c'était Camerounais. J'ai dit mais c'est comment les gars? Ah, ils sont, c'est pas les Camerounais qui sont, je vous assure, ils sont dans les... mais au Cameroun, c'est quoi la base? On a un club avec Guy, on est sortis de la même école, on est déjà 5, et puis il y en a comme ça. Il y en a d'autres, vous l'avez parlé du Cameroun aussi, Camerounais comme vous, ils n'ont même pas entendu parler aussi. Mais je pense qu'on vient de dire vraiment ce qu'il faut. Hein. En fait, c'est que il a parfaitement raison, je comprends très bien le fond de sa question. On aurait voulu que ce soit m'accompagner, même localement, mais bon, c'est des problèmes souvent. On va dire politico-économique ou je ne sais pas trop quoi. Mais in fine, nous on a pris le problème dans l'autre sens. On s'est dit, bon, si on attendait, ça ne va pas arriver, mais on ne peut pas rester les bras croisés. Très bien. Mais aujourd'hui, quand vous êtes déjà là, vous avez déjà pu vous exprimer, vous pourriez toujours reprendre notre sens. Celui d'aller vraiment toquer aux portes aux décidents, de leur faire comprendre qu'il y a un besoin qui est important et nous sommes là, nous sommes capables de... Au Cameroun, la mer. On pourra en parler. Je vous remercie et on peut monter... Vous êtes sur JMTV+.